se retrouve cette semaine du coup pour l'update de lecture. Voilà, pas de grosses surprises. L'update de lecture du mois d'avril, ça sera aussi un bilan du coup du Halls Readathlon, ou le Readathlon des Buses. Voilà, c'était le challenge auquel j'ai participé de Bookroast, il me semble. Je sais plus trop le nom, enfin je vous mettrai de toute manière tous les infos en barre d'infos. Donc bon, j'ai lu quand même pas mal de choses. Vous avez vu la plupart de ces livres dans mon vlog, que je mettrai par là, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, je vais vous donner quand même un avis plus poussé parce que je ne me suis pas attardée plus que ça. Et nous allons répondre à la très grande question, est-ce que j'ai réussi mes buses? Et vous allez voir que c'est pas... C'était presque, hein. Presque. Donc le premier livre que j'ai lu pour le mois d'avril, c'est Torture à l'infini de John Green, que j'ai aux éditions Gallimard Jeunesse en poche. Je devais lire ce livre pour valider je sais plus quel métier, mais en gros il fallait lire un livre qui n'était pas dans mon genre habituel. Donc John Green, comme vous le savez, parce que c'est un auteur quand même assez connu, écrit essentiellement du contemporain, et c'est un style que je ne lis pas du tout. Donc ça rentrait pile poil dans la catégorie. Alors j'ai eu un peu peur au début de cette lecture parce que c'est pas du tout mon style de prédilection. En général, quand je lis des contemporains, je m'ennuie. Mais là, c'était cool. C'est plutôt une bonne lecture dans le sens où on suit Asa qui a des troubles obsessionnels. Et en gros, elle lit avec et tout le bouquin, en fait, ça va être... déjà son ressenti vis-à-vis de ça, mais aussi il y a une intrigue principale comme quoi elle et sa meilleure amie vont essayer d'élucider la disparition d'un riche milliardaire de leur ville contre une rançon, enfin... Cette disparition-là, cette intrigue-là, elle est vraiment au second plan quelque part. C'est vraiment pas pour l'intrigue qu'on va lire ce livre, je pense. C'est vraiment pour le personnage d'Asa et tout le cheminement qu'elle peut avoir. Parce que au début, c'est difficile à suivre, hein. Vraiment, le personnage d'Asa est très 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 complexe et tant mieux. Parce que c'est à défaut de m'ennuyer dans les contemporains parce que ça se passe dans le monde réel et que ça m'ennuie, j'aime bien avoir des personnages qui sont très caractéristiques, qui ont quelque chose vraiment de... Voilà, qui sort de l'ordinaire. Et bon, la pauvre elle est malade, hein, c'est... en même temps, en fait, les contemporains qui me plaisent, soit il y a des morts, soit il y a des maladies. Voilà, je lis pas des contemporains très joyeux. Du coup, je savais que si je lisais ce livre-là, c'était vraiment pour suivre l'évolution du personnage principal. Et je ne suis pas déçue. Vraiment, c'était très très cool. Comme je le disais, au début, c'est un peu dur de se mettre dedans parce que Asa du coup a des troubles obsessionnels, c'est-à-dire que elle n'arrive pas à gérer ses pensées quelque part. Je vais très mal m'exprimer sur cette maladie, mais en gros c'est drôle parce que du coup je l'ai lu pendant le confinement, mais sa plus grande hantise c'est d'attraper un microbe spécifique et de tomber malade et du coup de mourir. Et sur le coup je me suis dit mais attends, c'est pas un peu ce qui se passe maintenant? Et du coup voilà, le fait que voilà, que j'associe ce monde-là à ce qui se passe voilà, en ce moment, ça m'a fait un peu rire. Mais du coup, voilà, le fait qu'elle soit vraiment obsessionnée par cette pensée-là, par les microbes, par les espèces de bactéries qu'elle a dans son estomac, dans son corps, c'est perturbant parce que tu te dis, mais pourquoi tu penses à ça? Et en fait, c'est petit à petit tu te rends compte que elle le fait pas exprès, c'est quelque chose qui est dans sa nature et elle aimerait bien s'en débarrasser et être une personne normale, entre guillemets, mais elle n'y arrive pas et elle est dans une espèce de spirale et de boucle qu'elle n'arrive pas à se détacher et qu'à la fin elle n'arrive toujours pas à se détacher. Et en fait, voilà, et il faut vivre avec et c'est très très compliqué. Et c'est pas dans le mauvais sens du terme que je le dis, c'est-à-dire que certes au début il faut quand même rentrer dans le truc, dans le personnage, tout ça, mais à la fin, tu te dis, en même temps, si t'avais ce genre de syndrome, tu pourrais pas faire autrement. Enfin, c'est... Et elle le dit elle-même dans le sens où elle pourra pas guérir, elle pourra jamais guérir. C'est pas un livre qui va raconter que, voilà, à un moment donné, elle va avoir un déclic comme ça et elle va se sentir mieux. Non, pas du tout. En gros, elle va quand même s'accepter elle-même et c'est ça tout le cheminement de son livre. C'est que, voilà, elle se juge beaucoup trop dans le regard des autres et c'est ça ce qui la freine beaucoup. Et quand elle va apprendre notamment à accepter la vision de sa meilleure amie, la vision de sa mère, la vision de sa psy, la psy d'ailleurs, très bon personnage, je l'ai beaucoup aimé, bah, ça va pas la soulager complètement, mais voilà, ça va lui faire réaliser certaines choses et elle va se dire que déjà qu'elle se fait la vie compliquée elle-même parce que voilà, c'est comme ça, elle n'a pas besoin de se rajouter des bâtons dans les roues
en plus. Donc voilà, et elle va petit à petit apprendre à vivre avec ça. Et c'est ce qui est très très beau dans ce livre, c'est que malgré voilà, tous les défauts qu'on peut avoir, c'est pas grave, on trouvera toujours des personnes qui nous acceptent tels qu'on est. Et c'est cool, vraiment, c'est le message qu'il y a à la fin de ce livre, c'est qu'elle arrivera à faire son chemin petit à petit, et c'est pas grave si elle y va plus lentement que les autres, c'est pas grave si voilà, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire de par sa condition. Elle sait qu'elle va quand même arriver à faire certaines choses, et que petit à petit elle pourra faire des choses qu'avant elle ne pouvait pas faire, et c'est cool. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le personnage d'Aza, et je me suis beaucoup identifiée à elle, et je trouve que lire ce genre de livre, bah, notamment pendant le confinement, c'était cool, parce que du coup elle parle beaucoup voilà, de ses crises d'angoisse, de tout ce qu'elle peut voilà, faire qui est hors de son contrôle, et ça permet un peu de, je dirais pas de relativiser, mais dans le sens où c'est pas grave si on se sent mal pendant le confinement, parce que c'est quelque chose de normal, c'est une situation très anxiogène. Et c'est vrai que du coup, lire ce livre pendant cette période-là, ça m'a permis de, je sais pas, déjà je me suis identifiée du coup à Asa à 100%, parce que voilà, le début du confinement était très très compliqué pour moi. Mais du coup, ça permet de se relever et d'être encore plus fort, c'est ça ce que je veux dire. Et vraiment, c'est très très cool. Après, j'ai beaucoup aimé le personnage secondaire de sa meilleure amie qui s'appelle Daisy, il me semble, que j'ai beaucoup aimé, parce que je dirais pas que je me suis identifiée à elle parce que des fois j'ai envie de la claquer, mais elle écrit des fanfictions et ça c'est cool. Donc rien que ça m'a fait rire. C'est vraiment très très cool comme livre. Ça parle de beaucoup de choses, que ce soit bah, notamment des troubles obsessionnels, que ce soit aussi le deuil, parce que Asa a perdu son père avant le livre, mais voilà, elle le vit différemment. Ça parle aussi de plein de choses, de l'amitié, de l'amour, hein, parce que bien évidemment, il y a le garçon Davis va se passer des petits trucs avec Asa. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Même la romance, en fait, elle a été mignonnette. C'était très très cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est rare ce que je vais dire que je recommande à un contemporain. C'est très très rare. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé ce John Green en particulier parce que de John Green, j'ai lu Nos étoiles contraires qui m'avait beaucoup ému à l'époque. Je suis pas sûre que si je le relis, j'aurais cette même émotion. Mais j'ai eu un très très bon souvenir en tout cas de cette lecture. J'ai lu aussi Will and Will, qui lui m'a laissé indifférente. C'est peut-être pour ça, c'est après ça que j'ai arrêté de les John Green parce que ce livre-là ne m'avait pas plus plu que ça et que j'ai trouvé que j'avais perdu un peu mon temps à lire ce livre. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est vraiment un très très bon livre. J'ai beaucoup aimé le lire. Et puis ça me permet de revoir certains jugements que j'aurais pu avoir sur certains contemporains. Donc pour conclure, très très bon livre que je vous conseille. Et puis voilà, après c'est un jeunesse, ça vous attendez pas non plus à quelque chose de très très poussé, mais vraiment une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu, alors ça vous l'avez vu, putain, rien que de le voir ça me... je vous présente du coup le troisième tome et dernier de Earthbad, La quête noire de Saïdwin, publié aux éditions Milan. Oh mon dieu. Ah putain, ce livre. Eh ben, il m'a foutu en PLS. Donc, dans ce tome-là, c'est quelques semaines après les événements du tome 2, qui s'est terminé assez tragiquement, quelque part. Enfin, ça s'est passé plutôt mal du côté de Nathan, du moins. Et du coup, en gros, ce tome-ci, ça va être après la reconstruction de la résistance, l'alliance entre Nathan et Gabriel. Et voilà, après, vu que c'est un dernier tome, voilà, l'apogée de toute la fuite, de tout le combat qu'a pu mener Nathan. Et c'est très très bien foutu. Ah là 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 là. Je sais pas si je peux le qualifier de coup de cœur. Oui, clairement, je peux le qualifier de coup de cœur parce que putain, il m'aura foutu dans ses... Voilà, il m'aura fait vivre des émotions que je ne m'attendais pas à avoir en lisant ce livre-là. C'est-à-dire que c'était beaucoup trop bien. J'ai ri, mon cœur a fondu de joie, de bonheur, j'ai crié de joie, j'ai pleuré de détresse, vraiment, et la fin, elle est juste vraiment très très belle et très très touchante. J'aurais pas... Oui, j'aurais voulu une autre fin, enfin une happy end un peu mieux, mais vraiment, pépite. Donc, gros point fort de ce livre,
c'est Nathan et Gabriel. Vous savez que les romances hétéros, c'est pas trop mon dada. Enfin, ça dépend, la manière dont elle est tournée, tout ça. Mais alors, les romances MM, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Là, le fait que l'auteur ait pris le risque que la relation du coup entre Nathan et Gabriel soit vraiment beaucoup plus poussée que la simple amitié, ça m'a fait tellement du bien. J'étais là, j'étais tellement contente. Ah, ça fait tellement du bien, c'est pas annoncé, c'est rien du tout, c'est une grosse surprise. Et qu'est-ce que j'ai pu aimer? Oh là là, mais c'était tellement bien foutu. C'était pas trop vite, pas trop lent. Parfait, parfait. Donc ça, c'est ce qui m'aura marqué vraiment dans ce tome 3, c'est que j'avais perdu espoir et le fait que voilà, ça devienne comme ça, j'avais des étoiles dans les yeux, c'était beaucoup trop bien. Et j'aime beaucoup aussi l'évolution du personnage de Nathan, que l'on voit grandir. Ah, clairement, depuis le tome 1, il s'est passé des choses, il a vécu des choses et il devient... Il devient trop bien, enfin je saurais pas dire. Au début du tome 3, il est très renfermé, il est très grognon, il a la haine vraiment contre le monde entier et le fait qu'il s'ouvre notamment à Gabriel mais aussi à d'autres personnes, ça va l'aider à aller mieux et à se rendre compte qu'il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres choses à faire que de rester vraiment bloqué sur une haine pure et dure. Et donc voilà, ça va aider petit à petit un peu mieux. Nathan, vraiment un personnage très haut en couleur, voilà, qui commence tout gamin dans le... Enfin tout gamin, oui on peut dire ça, dans le tome 1 et qui finit adulte et très mature et très sage et ouais, c'est... Je peux pas vous spoiler la fin mais juste les dernières pages, le dernier chapitre est trop beau. J'étais certes en PLS parce que du coup il me... Ouais, voilà, je peux pas le dire, je l'ai dit dans le vlog ce qui se passait mais voilà. Mais le dernier chapitre rattrape tout et c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien foutu. Après cet événement-là tragique, ça ne pouvait être que... Voilà, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc voilà, très contente de la tournure de cette saga, vraiment. En fait, All Bad, ça aurait été une très grande surprise parce que je me souviens que quand j'avais lu des avis sur le tome 1, c'était beaucoup du... oh, c'est du Harry Potter un peu dark. Que dalle. Moi j'ai jamais compris les gens qui disaient que c'était comme Harry Potter, alors que pour moi pas du tout. C'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus... je sais pas, c'est pas Harry Potter quoi. Il n'y a pas de poudlard, il n'y a pas d'école de magie, je comprends pas. Mis à part ça, c'est vrai que quand j'ai commencé le tome 1, je me suis dit bon, ça va être une bonne saga. Mais les toujours que ça prend des revers, des virages, ça prend des bosses et ça redescend. Et vraiment, c'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop cool. Vraiment, l'intrigue, juste trop bien. Nathan, énorme. Gabriel, voilà, c'est dans mon cœur jamais. Si je devrais parler de d'autres personnages, Annelise, j'ai toujours du mal avec les personnages féminins, ça c'est un fait, mais je me suis réconciliée avec elle à la fin, si on peut dire. Voilà, c'est le fait que voilà, elle aide beaucoup Nathan, notamment lors de la bataille finale, m'a beaucoup plu. Tu te rends compte qu'à la fin c'est qu'une gamine et que bon, c'est les choix qu'elle a fait, t'aurais très bien pu les faire toi-même, enfin voilà, c'est comme ça, mais je l'aimais pas beaucoup, là ça va mieux. Et voilà, je lui ai pardonné l'affront qu'elle a fait dans le tome 2. Voilà, quelque part. Ensuite, bon, il y a quelques personnages qui passent un peu à la trappe, notamment le grand frère de Nathan, qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs, qui est plus ou moins présent vers la fin du tome. Mais j'étais un peu déçue qu'on le voit pas plus. Donc voilà, après l'intrigue, quant à elle, bon, elle est cool, hein. Comme je l'ai dit, la fin du tome 3... Mais l'intrigue générale vraiment de la saga, elle est cool. Après, elle est pas cassée à trois pattes d'un canard, hein, parce que c'est, pour faire un rapide résumé, c'est Nathan du coup qui est un sorcier mi-noir et mi-blanc. Sauf que du coup, il est pas accepté par les sorciers noirs parce qu'il est pas noir, et il est pas accepté par les sorciers blancs parce qu'il est pas blanc. Donc voilà, il y a tout un cheminement d'acceptation, que ce soit de lui, parce que voilà, il sait pas où il est, il sait pas ce qu'il fait. Voilà, quand on va lui dire que il fait des choses mal, on va lui dire qu'il oublie son côté blanc. Quand il va faire des choses bien, on va lui dire qu'il oublie son côté noir. Enfin, il cogite beaucoup, Nathan. Et aussi, voilà, c'est une question d'acceptation de l'autre, tout simplement.
Certes, Nathan est du coup mi-noir, mi-blanc, ça n'en reste pas moins un être humain. Voilà, il a des sentiments comme tout le monde, il a des désirs comme tout le monde, et lui, tout ce qu'il veut, c'est être libre, et puis basta, vraiment vivre une vie simple, sans chichi. Et c'est ce qui est beau, c'est que vraiment il prend pas la grosse tête du début jusqu'à la fin, et c'est cool. Donc voilà, cette saga m'aura transportée, m'aura détruite. Comme vous avez pu le voir dans mon vlog, vraiment la fin m'a fait chialer, mais vraiment comme une madeleine. J'étais en PLS dans mon lit à la fin, c'était beau, vraiment. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis aussi mal pour un livre. À quelque part, c'est... je crois que c'est le premier de l'année, hein, clairement. Je ne saurais que vous recommander la saga Half-Bad, qui est vraiment très très cool. C'est dommage qu'elle soit pas plus connue que ça. Je sais aussi qu'il y a un ou deux hors-série, je sais plus, qui sont pas traduits malheureusement. Mais même je pense que je les lirai pas en anglais parce que pour moi c'est bon. Y a rien à dire, y a rien à refaire. C'est très très cool. Donc bon, je vous le conseille à 100%. Une très très bonne histoire, de très très bons personnages et une très très belle intrigue. Et une très belle morale à la fin. Donc lisez-le. Après du coup, tout ce qui est All Bad, il fallait bien que je me remette, mais je voulais pas lire des livres. C'est-à-dire que sinon j'allais me foutre en PLS. Je préférais faire des lectures un peu simples. Du coup j'ai lu à peu près tous les mangas BD que je vous avais présentés dans le book haul d'avant. On commence par Echo, le 7ème, non? Non, 6ème tome, qui se nomme Deep South de Hallerstone et Barbucci, que j'ai aux éditions Soleil. Une bonne lecture. Je l'ai peut-être trouvé un peu en dessous des tomes précédents. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, je l'ai trouvé un peu moins bien. Je sais pas si c'est parce que ça commence à être un peu redondant, ce cercle en mode... Bon, déjà, elle se dispute tout le temps avec Yuri au début. Ensuite, du coup, elle se fait posséder par quelqu'un qui va, du coup, plus ou moins faire une enquête dans les règles de l'art, comme on dirait. Et à la fin, elle se réconcilie plus ou moins avec Yuri. Enfin voilà, en fait, ça commence à être un peu toujours la même chose, j'ai l'impression. Et je vois pas la fin de l'intrigue, quelque part. Je sais pas où l'auteur veut nous emmener. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal avec ce tome 6, parce que le tome 5 bah, promettait une belle avancée en fait dans l'intrigue générale de l'histoire. Et là, je sais pas, c'était peut-être un tome plus détente, aucune idée. Après, ce qui est cool, c'est que ce tome-là défend notamment le droit des femmes, hein, tout ce qui est avortement, etc. Donc c'est un sujet vraiment très très cool. Mais après, moi, comme je le disais, c'est la même chose. Donc j'ai envie de lire le top 7, voir si ça continue comme ça sur cette lancée, si on va, comment dire, on a prendre plus sur le monde, encore sur, enfin s'il va se passer quelque chose en plus que l'intrigue qu'il y a dans chaque tome. Mais je reste sur ma fin, voilà, sur ce tome 6, j'aurais espéré un peu plus. Mais après, c'est toujours bien, hein, il y a toujours voilà, cet humour un peu beauf, je dirais. Et les dessins sont superbes, donc... Voilà, j'aime beaucoup, mais j'espère que le tome 7 sera un peu mieux. J'ai lu ensuite Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Miron et Benoît Daran, qui est aux éditions Ankama. J'ai beaucoup aimé, vraiment, je suis étonnée. C'était beaucoup trop bien. J'adore, vraiment. Que ce soit la mise en page, que ce soit l'intrigue, que ce soit le dessin, j'adore. Vraiment, c'était trop trop bien. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Le tome 2. Et je vais me renseigner sur le dessinateur notamment, parce que j'aime beaucoup son coup de crayon. Vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, et puis même la mise en page des pages, c'est juste bluffant. Enfin, c'est beaucoup trop beau. Et puis, il y a cette... je sais pas, rien que ben, le papier, enfin c'est pas blanc, c'est vraiment du parchemin, enfin du papier taché. Voilà, ce livre, ça a une âme en fait. Je savais pas quoi vous dire, mais c'est vraiment cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, alors après, du coup, je sais pas si je vais me pencher sur l'écrit de ce que retranscrit la BD. Là, c'est l'affaire du ticket scandaleux. Le premier tome, du coup, sur deux. Mais j'aime beaucoup en tout cas. En fait, j'aimerais beaucoup me mettre à lire les Sherlock Holmes en roman, quoi.
mais j'ai toujours pas trouvé le courage et j'avoue que je sais pas trop pourquoi. Vraiment, il faudrait que je m'y penche. C'est parce que j'avoue que Sherlock Holmes c'est un personnage qui me fascine, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les BD, dans les mangas. Vraiment, c'est Sherlock Holmes, c'est trop bien. Et mais j'ai jamais lu encore un roman, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Est-ce que ça sera peut-être la goutte de trop dans mon obsession? On ne sait pas, mais en tout cas très 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 belle mise en bouche sur voilà, cette affaire-ci, et je le recommande. Beaucoup beaucoup. J'ai lu ensuite le tome 3 de Heartstopper de Alice Oseman, et là c'est la publication anglaise. C'est les éditions Hooder. Ce tome 3, je me souviens de pourquoi j'avais ce sentiment un peu, je dirais pas amer, mais j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé aussi ce tome 3, mais il y a une scène qui me dérange un peu, qui se passe à Paris pendant l'anniversaire de... je sais plus comment elle s'appelle, et ça me... En fait, je comprends le parti pris que prend l'auteur, elle a des convictions très fortes, mais sa vision de tout est blanc ou tout est noir me dérange par moments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de gris, quelque part. C'est soit tu prends, soit tu laisses. Et je trouve ça dommage, parce que le monde n'est pas comme ça. Je comprends qu'on puisse avoir des avis très tranchés, j'en ai notamment, mais je pense qu'il y a... je sais pas comment dire, pas tout le monde est parfait. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus voilà, on a affaire à des personnages parfaits et qui commettent aucune erreur et qui sont trop bien, trop mignons, tout ça. Après, c'est ce que j'aime beaucoup parce que quand même, on voit aussi leurs doutes, leurs tristesses. Notamment Nick et Charlie sont confrontés à certaines situations. Voilà, que tu comprends que ça te révolte, tout ça. Mais la notion de pardon, voilà, on peut faire une erreur, mais on peut être pardonné quelque part. Elle est très très mal retranscrite. C'est ça ce que je veux dire, c'est que t'as pas le droit de faire d'erreur. Dans leur cercle des amis, du moment que tu dis un truc, c'est pif, hop là, tu dégages, clairement. Après, je comprends qu'il y a des propos qui ne se tiennent pas, qui sont juste méchants, etc. Mais je pense que tout le monde fait des erreurs, notamment que là, ils ont 14 ans. 15 maximum. On a tous dit des âneries à 14 ou 15 ans. Voilà, après, l'essentiel, c'est justement d'aller de l'avant, de savoir qu'on a dit de la merde, de voilà, de demander pardon. Tout le monde fait des erreurs. Donc voilà, c'est l'impression que j'ai dans le tome 3, c'est qu'il y a une scène qui m'a pas trop plu, et bon après c'est comme ça. Après à la fin de ce tome-ci, on commence à voir certains sujets assez importants, notamment vis-à-vis de Charlie, qui voilà, a des troubles alimentaires. Donc voilà, Nick va essayer de se renseigner pour voilà, essayer de l'aider. Je suis contente quand même de cette lecture-là, et à voir du coup comment va se passer le tome 4, mais je suis contente. Voilà, cette scène c'est juste un petit bémol, mais qui aurait pu se passer un peu mieux. Je dis pas que ça aurait pu être, voilà, oui, on pardonne de tout, machin, tout ça, mais ça aurait pu être un peu mieux. C'est ça ce que je dis. Mais très très bonne lecture. Donc, si vous avez pas envie d'attendre la parution française, vous avez toujours le site internet où elle poste ses pages gratuitement, et les versions papier anglaises. À votre guise. J'ai lu ensuite... je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, ou avant-dernière plutôt. Je vais y revenir très très rapidement parce que je vous en ai parlé, je vous en parle tout le temps. De toute manière, l'attaque des titans, c'est ma vie. Je crois que je ne peux pas passer un mois sans vous en parler, parce qu'il faut que vous le lisiez. Voilà, lisez-le. Est-ce que j'arrive à être convaincante ou pas? Lisez-le! Donc là, j'ai le 4e tome de l'édition Colossale de Hajime Isayama aux éditions Pika. J'ai vu la couverture du tome 10. Je vais tous me les acheter, je sens que j'ai pété un câble, je vais tous me les acheter en même temps, vous allez rien comprendre, parce qu'il faut que je rattrape mon retard. Il faut que je rattrape mon retard de parution, même si je suis complètement à jour sur les scans. D'ailleurs, je suis tristesse, vu que le prochain scan sera en juin. Hein, je comprends, c'est la crise. Donc ce tome 4 reprend ce qui se passe dans le château. Avec le titan bestial. On a ensuite ce qui se passe un peu après, la révélation du titan colossal, du titan blindé, c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, en armure quoi, et sur quelques capacités que Eren peut avoir en étant titan. Voilà, c'est pas piqué d'hanneton,
ça y est, ça commence à arriver, à la grosse intrigue. Le tome qui va suivre, je pense, si je me souviens bien de la timeline, va être un peu plus calme, question Titan, parce que ça va être toute la politique qui est à l'intérieur des murs. Mais c'est passionnant, c'est beaucoup trop bien ce qui se passe. Mais voilà, je pense que ça va être surtout ça le tome 5 et peut-être une partie du tome 6. Mais voilà, j'ai très hâte d'avoir du coup le prochain tome dans les mains. Et pour très bientôt j'espère. Et puis voilà, l'attaque des titans. Je vais me remater bientôt tous les épisodes pour être prête pour la dernière saison qui arrive fin d'année normalement. Après je sais pas trop si ça va être reporté ou pas à cause du Covid. Voilà, j'aime beaucoup, je valide à 100%, c'est le manga de toute ma vie, c'est quand il va se finir, je vais être en PLS comme beaucoup de monde. Et puis voilà. J'ai hâte, mais j'ai pas hâte à la fois. Vous saisissez ce sentiment? Ensuite, pour continuer avec les House Redathlon, alors j'avais lu Half-Bad pour la catégorie Transfiguration, plutôt, où il fallait lire un cadre de transformation. Earthstopper aussi, j'ai lu pour les House, c'était pour, je sais plus ce que c'était, Ancienne Runes, il me semble, où il fallait lire un titre avec le mot cœur ou un cœur sur la couverture. Donc voilà, ça rentrait pile poil. J'ai lu du coup 2 autres livres. Le premier, Call Me By Your Name, de André Assiman, puis aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai lu pour la catégorie astronomie, c'est-à-dire que je l'ai lu le soir. Et je l'ai fini, je crois, à 1h30 du matin. Oui, je l'ai lu vraiment 100% la nuit, hein, pour le coup. Très cool, vraiment. J'ai beaucoup aimé, mais d'un côté quand même c'est un livre assez dense, hein, vraiment. De quoi ça parle, de quoi ça s'agit? C'est une romance MM, de nouveau. Entre Elio et Oliver. Elio est un ado de 17 ans qui passe ses vacances d'été dans une villa italienne avec ses parents. Et chaque année, son père décide de recruter, entre guillemets, un chercheur, enfin, un doctorant pour voilà, l'aider dans ses recherches, tout ça, pendant les vacances d'été. Et cette année, c'est Oliver qui débarque du haut de ses, je sais plus, 24 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un truc. Donc c'était une lecture très cool, même si c'est lourd comme récit, vraiment c'est... En fait on est du coup le récit est à la première personne du singulier, avec point de vue exclusivement de Elio. Alors ça va être positif et négatif ce que je veux dire, dans le sens où il décrit vraiment beaucoup ce qu'il pense, ce qu'il ressent, les idées qu'il peut avoir, vraiment il décrit beaucoup, mais du coup c'est lourd. Des fois il peut passer plusieurs pages sans qu'il n'y ait aucun dialogue et j'aime beaucoup les descriptions, hein, mais ce qui fait avancer le récit, je trouve que c'est quand même les dialogues. Et c'est vraiment, il peut se passer plusieurs, je sais pas, 10 pages sans que personne parle en fait. Et c'est compliqué d'être tout le temps dans la tête d'Elio. En plus, il se pose au taquet de questions, vraiment. Et des fois c'est dur de le suivre, mais après c'est pas bloquant non plus dans la lecture. Alors certains diront que oui, mais moi j'ai trouvé que ça allait quand même, sinon je l'aurais pas lu jusqu'à la fin. Hein. Mais la relation en fait qui va se construire entre Elio et Oliver est très intéressante dans le sens où c'est pas qu'une romance en fait. Ils vont fusionner les deux. En fait, ils vont devenir l'un et l'autre et en fait ce livre porte très bien son nom, hein, comme il By Your Name. Appelle-moi par ton nom quoi. Et c'est... Ils vont vivre des choses, ils vont partager des choses que ça va être au-delà du couple en fait, ça va être au-delà de la relation. Je sais même pas à quel moment ils commencent à vraiment être ensemble. Je pense que c'est vers ouais, la dernière moitié du livre. C'est-à-dire la première moitié du livre, ils ne font que se tourner autour les deux. Putain. Et c'est frustrant de les voir se tourner autour, t'es là... Elio, fais un truc. Et c'est ça, et Elio, c'est je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, et t'as envie de le claquer. Et c'est dur, en plus il a que 17 ans, donc tu peux pas lui en vouloir, mais t'es là, bouge ton cul, putain. Et il va faire des choses aussi, mais juste what the fuck, complètement, c'est... Il y a un moment où il va se retrouver dans la chambre d'Oliver et tout, il va faire des trucs. Mais moi, des fois dans ma tête, je suis là, attends, t'oses pas lui demander un truc, mais derrière tu fais ça. Mais t'as un pet au casque, mon ami. Il est énorme. Elio est vraiment un personnage épique, assure, et son évolution est en flèche, vraiment. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai vu le film avant de lire le livre, et j'ai eu du coup la conclusion finale, la fin qui se passe
après, mais qui dure, je sais pas, une cinquantaine de pages, allez, je sais pas comment ils vont faire un film là-dessus, hein, mais... Et c'est vrai que ça apporte plus que cette fin brutale du film, autant PLS autant que Elio, mais du coup, là ça apporte plus de choses, on rentre dans ce qui est important dans le livre, dans le sens où, certes ils vont se quitter, mais ils auront marqué la vie de l'un et de l'autre, et c'est... Certes, ils vont vivre d'autres choses à côté. Voilà, Oliver va se marier, Elio va poursuivre sa route. Enfin, voilà, il va se passer beaucoup de choses, mais voilà, à la fin, ils vont quand même se retrouver. Et il n'y aura pas de rancœur ou d'hésitation ou de regret dans leur relation. Non, c'est juste très juste. C'est, voilà, ils sont contents vraiment de se revoir, de parler, d'évoquer le passé, même si voilà, ils ont fait des choses que voilà, Oliver est marié et je pense pas qu'il veut raconter ça à sa femme ou à ses enfants. Mais voilà, cette relation, c'est que justesse. Et c'est rare, je pense, de nos jours, de finir sur une relation comme ça. Et, et en fait, non, mais c'est même pas ça. Cette relation n'est jamais finie. Et elle continue malgré les séparations qu'il a pu avoir. Voilà, ils sont toujours là. Et voilà, la fin est très très juste et très très belle. Voilà, c'est Appelle-moi par ton nom. Et c'est beaucoup trop beau. La relation MM en soi est très très bien traitée. Parce que c'est un roman quand même qui se passe... alors je ne saurais plus exactement la timeline, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il y a quand même cette acceptation du regard des autres, dans le sens où, voilà, dans les années 80, être homosexuel, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, mais du coup c'est très très bien voilà, expliqué, très très bien écrit. Voilà, on le ressent du coup dans les doutes de Elio à un moment donné où il est complètement paumé. Oliver aussi, des fois, il sait pas où il est, mais c'est parce que voilà, il vit un truc tellement fort, tellement beau que tu ne peux être que marqué par cette histoire, même quand elle se termine. Et voilà, enfin, c'est très très beau à lire. Je suis très très contente de l'avoir lu. Ce qui se passe est énorme. Vraiment, il partage un truc et tout, c'est beau, c'est beau. Très très bon livre que je recommande vraiment pour voilà, toutes les personnes qui lisent du MM et qui n'ont pas lu. Et voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, pour terminer, j'ai lu Le Sorceleur pour History of Magic, je crois, où il fallait lire un roman qui parlait de sorciers. Bon, alors le sorceleur, c'est pas non plus du 100% sorcier, mais il y en a. Il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a... C'est bon. Je pense que je remplis la catégorie. Et qu'est-ce que c'était bien! Ah là là, c'était trop trop bien. Alors là, j'ai la version double, c'est-à-dire que j'ai le tome 1 et le tome 2 publiés par France Loisirs de Andrzej Sapkowski. Alors il y a beaucoup d'éléments de la série que j'ai pu reconnaître par-ci par-là. La série ne reprend pas tout ce qui se passe dans le livre, loin de là. Il se passe beaucoup plus de choses dans le livre, même si vraiment la fin du tome 2, du coup, est égale à la fin de la saison 1 de la série. Et ça m'a perdu un peu parce que, vu que je sais comment se termine la saison 1, je me demande s'il n'y a pas encore une différence de timeline là. Parce que il y a un truc qui se passe, notamment si vous avez regardé la série avec Yennefer, et je sais pas comment ça se passe dans le livre, j'ai pas trop bien suivi, je me suis dit, mais attends, mais il y a encore de la timeline? Je comprends pas. Donc bon, on s'en fout de la série, on est là pour parler du livre, j'aime beaucoup beaucoup. Alors là, c'est complètement l'inverse de Call Me By Your Name, c'est-à-dire que il n'y a pas énormément de description, là pour le coup... C'est très très flou en fait. J'aime beaucoup les univers très travaillés, très descriptifs, où l'auteur prend le temps de vraiment tout nous décrire, tout ça. Mais là, j'aime beaucoup aussi ce genre de récit un peu plus léger. C'est-à-dire que, certes, voilà, l'auteur quand même prend le temps de décrire ce qui se passe, la scène, le lieu, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de parts d'ombre autour voilà, de l'univers, c'est-à-dire comme les pays, comme voilà, certaines religions, voilà, qui sont pas trop abordé dans ce tome-ci. Après, je me suis renseignée un peu et il s'avère que c'est quand même des recueils de nouvelles petites histoires, tout ça. Donc voilà, c'est normal que ce soit pas non plus hyper descriptif. Peut-être que dans le tome 3 et dans le tome 4 ça change. Je ne sais pas. Je le verrai ce mois-ci quand je le lirai. Mais c'est très très cool. J'ai beaucoup aimé. La différence aussi qu'il y a avec la série, c'est qu'on a le point de vue uniquement de Geralt. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avec Yennefer et Ciri,
on sait pas. Alors moi je le sais avec la série, mais dans ce film on ne le sait pas. Mais après c'est pas pour me déplaire parce que j'adore le personnage de Geralt, vraiment. Pépite, ce personnage il est tellement bien et je le trouve quand même un peu différent de la série. Dans le sens où dans la série il est très froid, très renfermé, très... Voilà, tu peux pas l'approcher. Alors que dans le livre il a... Même s'il a quand même cet aspect très austère, voilà, du fait qu'il est sorceleur, tout ça, je le trouve plus ouvert quelque part. C'est-à-dire qu'il a le dialogue un peu plus facile. Il va beaucoup parler avec les... Voilà, j'allais dire les PNJ. On n'est pas dans le jeu là. Mais voilà, avec les personnages qu'il y a autour, notamment voilà, quand on va lui demander de faire tel ou tel travail, voilà. Certes, il a des moments de grand silence, mais c'est quand même quelqu'un de... qui parle, je trouve, contrairement à ce qu'on peut dire. Et c'est cool, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le personnage de Geralt et son attachement pour sa jument. Il est trop bien aussi. Ah là là. Et j'aime beaucoup aussi le personnage de Jaskier, qu'on voit à peu près tout le temps. Mais c'est pas pour me déplaire, moi il me fait rire, je l'aime beaucoup. Et ensuite, un peu moins, on voit quand même Yennefer beaucoup, que j'aime beaucoup, même si des fois je la comprends pas trop. Mais bon, je pense que c'est ce qui fait son charme, comme on dit. On voit Ciri vraiment tout à la fin hein, du tome 2, c'est-à-dire que là c'est Ciri. Je me tardais de la voir et elle arrive à la fin. Mais je suis contente, voilà, on voit Ciri et c'est cool parce que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce personnage dans la série et je l'aime beaucoup aussi dans le livre, même si elle a l'air un peu peste dans le livre. Mais après, elle a eu une éducation très princière et donc voilà, après, elle a été la chouchoute de sa grand-mère quelque part. Donc voilà, à voir comment elle évolue du coup dans la suite des événements. Parce que du coup, vu comment ça se passe, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais la petite Ciri quand même, sous l'éducation de Geralt, elle va vite retirer sa cuillère d'argent dans la bouche, hein, moi je te le dis. mais du coup, voilà, c'est très très cool. J'ai hâte de voir comment la relation entre les deux va se poursuivre. J'ai hâte d'avoir des nouvelles de Yennefer. J'aimerais bien. Et puis voilà, après, Jasquier dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé aussi, mais elle est que dans le tome 1, c'est le personnage de Neneke. Alors je crois qu'elle revient dans d'autres tomes, mais voilà, j'ai hâte de la voir quand même parce que je l'aime beaucoup. Donc bon, si vous avez beaucoup aimé la série, je vous recommande le livre, bien sûr. Il y en a qui ont quand même un peu moins accroché que la série. Après bon, voilà, c'est pas la même façon de vivre le truc, à lire un livre et voir une série. Voilà, c'est pas la même chose. Mais écoutez, c'était très très cool, j'aime beaucoup et je recommande pour déjà les personnes qui veulent lire du fantasy. Le sorceleur, c'est beaucoup trop bien et je suis contente vraiment de l'avoir lu, d'avoir sauté le pas et de ne pas avoir été déçue par rapport à la série. Et puis voilà, je vous le recommande et je vous ferai bientôt un avis sur le tome 3 et 4 vu que j'ai dans la palle pour le mois de la fantasy. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petit update de lecture des familles. Alors comme vous l'aurez vu du coup, bilan des house, il me restait 2 livres à lire. Il me restait Autre monde de Maxime Chatham que j'ai pas lu et que je regrette pas trop. Et le premier tome de l'Assassin Royal que j'ai mis dans la palle du mois de la fantasy, que je veux lire absolument. Alors bon, là, le livre que j'ai commencé est un petit livre, donc parce que j'avais besoin d'un truc pour digérer quand même le sorceleur qui fait 900 pages. Mais voilà, pour très très bientôt. Et puis voilà, donc j'ai pas validé mes buses. Je suis tristesse. Mais tant pis, on verra l'année prochaine comment ça se passe. Je suis très très contente parce que du coup faire ce challenge m'a permis de me remettre à la lecture suite à ma grosse panne. Donc voilà, je suis contente vraiment de pouvoir me remettre à lire petit à petit. C'est cool. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine, un très beau week-end, tout ce que vous voulez. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.